Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. Comme chaque lundi, à cet instant précis, c'est le sport qui prend le contrôle sur True TV et vous êtes bien sûr à Sport 3. Merci de nous rejoindre. Ce soir, on parlera de la nomination de Kamou Malo comme superviseur général des équipes nationales. On parlera également de la signature avortée de Ahmed Belem pour l'USM Alger et on terminera avec la préparation des étalons U20 pour la CAN des moins de 20 ans. N'oubliez pas, il y aura des informations vues sur le net et le quiz qui est impératif désormais dans cette émission et c'est avec les décodeurs. Issaka Iboudou, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Très ravi d'être là. Je n'étais pas là la semaine dernière. Oui. Je retrouve ma place habituelle et voilà. Je suis très content et puis bon. Heureux de retrouver mes deux amis d'en face. Ah, bien sûr. Quand même que je suis tout seul aujourd'hui parce que Salambéré m'a faussé compagnie. Ah oui, évidemment. Voilà. On le salue au passage. Voilà, en face de vous, c'est Ibé Cabré. Bonsoir. Bonsoir à vous, Samy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de True TV. Bonsoir spécial à Salambéré qui nous suit certainement. Ah oui. Et Ibrahim Dianda. Bonsoir. C'est la conséquence quand on mange les pigeons en solo. On a du mal à prononcer le nom TV. Je crois que bonsoir à tout le monde et bonsoir à mon ami d'à côté. Donc dit True TV. True TV. Voilà, c'est intéressant. Consommation des pigeons. Je rappelle à Issaka Iboudou qui n'est pas à sa place, c'est la place de Salambéré. Voilà, donc je défends Vayaba, mon ami du quiz, parce que nous sommes. Diana, ici la seule place qui est inchangeable, c'est la place du chef. Assami Temtori. Voilà. Merci pour l'info. Voilà, maintenant, concernant les pigeons, je pense que Yves aura l'occasion peut-être de nous expliquer d'où vient cette histoire de pigeons avant l'émission. Bien sûr. Bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais ça va relever de l'ingratitude de ne pas saluer au passage Adam Scalet pour la dotation spéciale à mon ami d'Amvest pour lui permettre donc le rédacteur en chef. Donc bonsoir. Voilà, merci à tous les trois. Comme je l'ai dit souvent, c'est avec joie qu'on débute cette émission à toute convivialité. Voilà, et merci de nous suivre de partout. On se retrouve après le jingle. Voilà, comme je le disais tantôt, on va parler de la nomination du sélectionneur national Kamou Malo comme superviseur général des équipes nationales. Qu'entendez-vous par superviseur général? Les décodeurs sur ce plateau vont vous décoder en tout cas ces propos et on parlera également des niveaux que peut avoir en tout cas ces coachs du niveau du face au foot. C'est dans cette émission et on va commencer avec Issaka Iboudou. Vous l'avez appris comme tout le monde, hein, le sélectionneur national des étalons A, comme on aime à le dire, c'est ça bien sûr, étalon A, oui. Voilà, et qui a été nommé superviseur général des équipes nationales. Comment vous avez appris la nouvelle? Alors, merci beaucoup de me donner la parole pour quand même dire un mot sur cette nomination. Nous l'avons tous appris comme ça à travers un communiqué qui a été balancé sur les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui un canal d'information, même s'il y a des informations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. On se rend compte qu'aujourd'hui il y a des informations qui nous parviennent, pas de façon officielle, mais à travers ce canal. Donc, je l'ai appris comme tout le monde à travers bien sûr les réseaux sociaux, oui. De la nomination, excusez-moi, et de l'entraîneur national comme superviseur, c'est ça, général des équipes nationales, que ce soit l'équipe des voilà. Et Yasmine déjà qui nous montre les étalons locaux, les étalons juniors, les étalons cadets et les étalons olympiques. Bon, donc pour l'instant, voilà ce que je peux dire. J'ai appris l'information comme tout le monde. Oui. Maintenant, quitte à peut-être rentrer dans les profondeurs pour donner mon point de vue par rapport à ce que je peux en savoir ou ce que je sais, okay. Je pense qu'on y reviendra dessus. Ah oui. Et Ibé Cabré, alors, vous l'avez vu, hein, des équipes comme l'équipe nationale junior, cadette, olympique. Déjà, quand vous avez vu la nouvelle, est-ce que pour vous, une note que la fédération fait sortir et par le biais des réseaux sociaux et non par voie officielle comme une conférence de presse ou autre chose, comment vous avez vécu ce moment-là?
Non, la note n'est pas sortie sur les réseaux sociaux. C'est une note de service signée du président de la fédération qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc c'est différent. Ils ont communiqué par le biais non, c'est un canal. Non, c'est une note pour d'abord l'intéresser, d'informer les uns et les autres. Et après, les médias peuvent relayer. Maintenant, si les réseaux sociaux ont pris le dessus, surtout parce que c'est le canal a priori le plus favorisé, le plus sollicité, lui le disait tout à l'heure. Donc c'est là-bas qu'on retrouve facilement les informations en une fraction de seconde. Donc c'est pour ça que que vous avez l'impression que voilà, c'est un travail qui a été fait sur les réseaux sociaux. Dans la forme, moi je ne trouve pas d'inconvénient, mais c'est au niveau véritablement du fond qu'on attendra de voir. D'accord, venons-en au fait alors. On apprend que Kamou Malo est sélectionneur national, superviseur général. Qu'est-ce qu'on peut attendre par superviseur général, Dianda? Non, moi je crois que ici moi je salue premièrement donc cette décision. Je crois que c'est un cadre juridique qui a été donc mis en place pour permettre à l'entraîneur national de pouvoir jouer son rôle dans le sens large du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici la fédération signe des contrats avec des entraîneurs pour les locaux, pour les cadets, pour les juniors, pour les talents A. Chacun normalement bien avant peut-être cette note, chaque entraîneur se circonscrit donc dans son cercle donné. Je suis A, je me maintiens qu'à sélectionner, qu'à travailler avec les étalons A. Je suis junior, je me maintiens qu'à travailler avec les juniors. Pourtant, nous savons très bien que ce soit les juniors, les locaux, les cadets, tout cet argent, toute l'organisation qu'on y met, c'est pour pouvoir avoir une équipe à performante les années à venir. Donc, pourquoi pas ne pas étendre peut-être je dirais le pouvoir de l'entraîneur national qui puisse suivre un peu les cadets, les locaux, les juniors pour voir un peu quelle est la marge de progression de certains jeunes pour pouvoir monter. On pourrait me dire peut-être que c'est un peu au niveau de la direction technique nationale, mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui le font. Le sélectionneur national également suit ce que les autres sélectionneurs font, notamment la petite échelle jusqu'aux étalons, aux équipes de sélection locale. Ça leur permet d'avoir une plus-value, de suivre un peu comment ça fait, parce que on a vu un peu avec le cas un peu du Cameroun où on a vu après que non, ils sont allés les conseiller et autres. C'est-à-dire que juridiquement, ce n'est pas leur rôle, parce que si c'est pas bien défini, Kamou Malo ne peut pas se lever peut-être aller dire à Koul, fais ça, je crois que tu peux, des conseils, ça peut se recevoir comme collègue, grand frère, mais ce n'est pas de son rôle de le faire, il n'est pas habilité à le faire. Mais tant que ce cadre juridique là est créé, il lui donne cette possibilité, il peut suivre et il peut donner donc des avis par rapport à cela. C'est ce que moi j'entends et je crois que selon moi je salue cette initiative. D'accord. Isaka. Bon, moi je pense que je ne vois pas les choses de cette façon. Voilà. Moi j'aimerais peut-être qu'il va nous donner au fil du temps des pays qu'il a cités tout à l'heure qui ont nommé des superviseurs généraux pour pouvoir chapeauter toutes les équipes nationales, parce que moi je trouve que c'est un travail très fastidieux. C'est un travail très fastidieux parce que le travail de l'entraîneur c'est d'abord un travail assez difficile. Vous savez les contextes dans lesquels nous travaillons en Afrique, et venir vous ajouter encore la responsabilité de vous occuper, de regarder plus de 4 équipes encore ajoutées, je trouve que c'est un travail supplémentaire. Maintenant, ce qu'il dit, où je suis un peu mal à l'aise, moi je pense que dans un passé récent, les équipes de petite catégorie au Burkina ont fait des résultats à un moment donné, sans qu'on ait quand même eu besoin de mettre en place un superviseur général. Et moi ce qui me dérange, c'est la période, c'est le timing de la sortie de la note qui fait que je me pose un peu de questions, parce que je me suis d'accord que Kamou Malo en tant qu'entraîneur national faisait déjà ce travail là déjà avec les entraîneurs. C'est sûr que Kamou Malo donnait déjà des conseils au regard de son expérience. Je suis convaincu qu'au stade souvent nous on échange avec lui, même nous-mêmes qui sommes journalistes, par moment il nous donne des informations, des conseils et qu'on prend, et je suis convaincu que de façon officieuse, il le faisait déjà en donnant des informations, en donnant son point de vue. Mais là, vous ne le savez pas. Oui, c'est ce que j'ai en train de venir. Maintenant, officialiser ça de façon comme ça, moi je crains le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille que je crains, parce que moi je suis allé faire un peu mes recherches. Quand on dit qu'il a été nommé superviseur général ou responsable d'une équipe, ça nécessite un travail assez colossal. Maintenant, il faut qu'on nous dise jusqu'à où la responsabilité de l'entraîneur va s'arrêter. Sinon, quand vous allez prendre en termes réels
le superviseur d'une équipe, le travail qu'il fait, c'est un travail foncier qui est très énorme. Il fait un travail de gestion, il fait un travail de conseil, il fait un travail d'analyse des données, des informations pour pouvoir anticiper et proposer des solutions. Maintenant, est-ce que en gérant l'équipe première, vous avez tout le temps nécessaire et la latitude pour faire tout ça? Moi, j'aurais souhaité peut-être que ça se limite seulement peut-être à donner des conseils. Mais comme on ne nous a pas défini, jusqu'à présent, ça fait débat, je vais chuter sur ça, ça fait débat parce que certains disent que le carnaval n'a pas été donné jusqu'à où il peut aller, jusqu'à où il doit s'arrêter. Il faut donner tout ce canal pour permettre à l'entraîneur de se concentrer sérieusement sur l'équipe A. Parce que si on lui donne plein de pouvoir de cette façon, à un moment donné, on dit qui embrasse trop. Mais je veux rebondir pour dire que sur la note, c'est bien signifié qu'il doit superviser l'équipe junior, cadette et olympique et locale. Mais est-ce que c'est pas beaucoup? Je vais dire, mais il y a des entraîneurs pour ces catégories. C'est pas un travail colossal qu'il doit faire. On va permettre à IB de réagir sur ce point. Alors, la note, pour moi, la note est assez révélatrice d'un malaise qui existe dans la synchronisation des sélectionneurs nationaux de toutes ces catégories. Expliquez-vous. Généralement, l'équipe nationale A, l'entraîneur de l'équipe nationale A, il y a cette forme d'accord tacite qui est signé et qui lui donne la possibilité de superviser, de regarder et de donner un point de vue technique par rapport à l'évolution des équipes. Parce que l'équipe nationale A, c'est d'abord les petites catégories constituent l'antichambre de l'équipe nationale A. Évidemment. Et depuis la nuit des temps, on dit que les jeunes ne sont pas assez bien suivis. Voilà pourquoi on peut se retrouver avec une équipe nationale du Burkina Faso championne donc des catégories cadettes et qui est par la suite donc les jeunes disparaissent. Donc moi je pense que c'est dans les soucis de canaliser et de faire un travail en symbiose pour permettre bien évidemment d'asseoir demain une équipe nationale forte que leur note a été prise. Mais la signer de façon officielle comme ça, alors que le travail pouvait se faire en toute intelligence avec les autres coachs, moi je pense à mon sens que ça révèle quand même un malaise qui existe dans la chaîne, bien entendu, des sélectionneurs nationaux. Je peux rejoindre Issaka sur ce point pour dire que c'est vrai qu'on ne connaît pas la suite de cette note qui est sortie pour dire oui, jusqu'où Kamou Malo doit aller avec sa supervision, mais on sait aussi que la décision ne peut pas être prise sans le consentement, sans la concertation avec les autres entraîneurs. Non, ça veut dire ici vous avez l'employé et l'employeur. L'employeur, c'est la fédération. Et la fédération prend les décisions qu'elle veut. Et bien entendu, en parfaite intelligence avec sa direction technique nationale, on prend les notes et on attribue les rôles à tout un chacun. Maintenant, c'est dans le timing. Et moi, je suis sûr que cette note signée comme ça, aucun entraîneur national, et même Kamou Malo à la place des autres, ne va pas bien percevoir ça. Voilà, parce que les autres, bien entendu, vont se sentir infantilisés. Et ici, c'est quoi? Et c'est aussi quelque chose qui se faisait déjà. Peut-être que c'est la note seulement qui vient officialiser. Sinon, ça se faisait, non? Justement, la note peut venir et l'apparition de cette note-là laisse quand même des questionnements et le timing. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on revient quand même d'une déconvenue au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Et moi, je pense que cette débat qui fait que cette note est sortie. C'est l'une des conséquences et la première leçon à tirer après l'échec bien entendu des étalons locaux. Parce que le premier match que nous avons produit, et vous êtes d'accord qu'après les médias et autres canaux de communication ont révélé que le président de la fédération est allé au Cameroun avec les sélectionneurs nationaux à Kamou Malo et tout. Alors qu'il devrait normalement partir en première position. Même si on avait gagné le match. Il n'y a pas de solution, mais pas après le premier match justement. Voilà. Et tout ça me permet quand même de dire la chronologie des faits. Quand on parle de chronologie des faits, je crois que il a dit ici, ça relève d'un malaise et autres. Bon, ces malaises dont on parle, c'est pas la première fois que ça arrive.
Voilà. Donc il peut y avoir des malaises. C'est aux responsables de trouver une solution à cela. Mais non, moi je dis ici, il dit ça se faisait en bas et autres, oui, mais l'entraîneur de junior peut dire à l'entraîneur national, non, tu n'as pas à t'immiscer dans mon travail. Si on s'entend bien, oui, on travaille ensemble. Mais si je peux dire, tu n'as pas à t'immiscer parce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui dit que l'entraîneur national peut venir s'immiscer. Mais ici, on lui donne ce cadre juridique-là qui peut le permettre d'aller superviser en toute aisance le travail que l'autre fait. Oui. C'est tout. Tout simplement parce que les jeunes qu'il est en train d'encadrer, ils doivent monter dans la relève. Mais il le fait. Non, mais c'est ce que je dis. On lui donne un cadre juridique. Aujourd'hui, ici, vous venez suppléer votre ami à son absence. C'est ça que je finis. C'est le cadre juridique qui pose. Oui, je finis. Je finis. Vous venez suppléer un ami à son absence. On signe quelque chose, on vous donne, bon voilà, officiellement. C'est pas la même chose. Non, bien sûr, c'est la même chose. Non, mais pour revenir un peu à la chronologie de l'effet, je crois que c'est que M. Lazare Bansi ici a fait, c'est normal. C'est normal parce qu'il est allé, il a constaté. Lui, il a récemment parlé un peu de malaise, ce qui s'est passé. Mais en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu dois décider? Je pense qu'il a pris la décision peut-être de nommer un superviseur général. Peut-être qu'on aurait dû laisser à la fin des trucs, comment on appelle ça, des contrats de tous ces sélectionneurs qu'on a nommés, les locaux et autres, avant peut-être de en renouvelant les nouveaux contrats des sélectionneurs, qu'on mette ça, on met ça sur noir sur blanc, peut-être pour dire que désormais vous êtes tous des nouveaux sélectionneurs, mais le sélectionneur national aura pour rôle de superviser tout. Maintenant, mais je crois qu'en le faisant à la hâtive, il tire une leçon, et ça je suis d'accord avec lui. Mais moi je crois pas qu'il y a une malaise. Non, je crois pas qu'il y a malaise. Pas forcément, mais je crois qu'il tire une leçon de ce qui s'est passé avec les locaux, parce que je me rappelle bien de votre interview face à Lazare Bansi à la suite de la défaite face au Mali. Qu'est-ce que Lazare Bansi a dit ça? Il dit qu'il y a un problème, mais lui pense que le problème c'est au niveau de l'encadrement. Oui. Il a dit, et quand il est parti avec le sélectionneur national, on a vu ce qui s'est passé, et à la fin il décide que le sélectionneur national va superviser les autres, peut-être pour prévenir également qu'il n'y ait pas un problème dans l'encadrement des cadets ou des juniors qui vont en compétition. Je crois qu'en tant que manager, il a pris une décision pour calmer certaines choses. C'est pas sûr qu'à la fin le problème c'est que lui il comprend pas le débat en fait. La note, le cadre juridique offert à l'entraîneur ne pose pas problème. Mais la chronologie des faits, les événements, et quand vous prenez cette note hâtive là, donc ça attire l'attention des gens que dans les faits il y a un malaise, et c'est l'une des conséquences. C'est que le manager, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de trouver une solution à ça. Vous faites une note. Vous pouvez créer, vous pouvez en créer. Parce que ce que vous oubliez, c'est que vous dites c'est trop facile pour des grands garçons qui sont aussi responsables à certains postes. La responsabilité là, c'est ça. Parce que quand on vous responsabilise, à un moment donné, vous êtes responsable, vous devez aussi avoir la latitude de faire votre preuve, parce que c'est un métier qui est différent des autres métiers. L'entraîneur qui est là aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi que tout entraîneur veut quand même montrer ses compétences pour atteindre un certain niveau et puis bon, attirer un peu les regards des uns et des autres. Maintenant, le problème que ça pose, que nous on dit, c'est la chronologie des faits. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui? Est-ce que il faut se poser une d'accord. Je vais revenir. La note apparemment elle est justifiée. La note elle est justifiée, mais le timing, c'est le timing qui fait que nous disons aujourd'hui. On peut vous concéder cela. Si vous remarquez, aujourd'hui il y a certaines personnes qui se posent la question, quelle est cette feuille de route? Parce que la note est sortie, maintenant il faut baliser. Est-ce que c'est maintenant, après avoir fait la nomination? Est-ce que c'est pas aussi clair pour dire qu'un superviseur, quelle est la définition d'un superviseur? C'est ce qui est en train de vous dire. Non, je termine. Est-ce que dans un travail, vous faites un travail et on vous dit qu'il y a un superviseur qui va contrôler tout ce que vous êtes en train de faire? Comment vous sélectionnez les joueurs? Comment vous les encadrez? Est-ce qu'il y a un bon encadrement? Ça a été dit. Non, s'il vous plaît. Je termine de vous dire ça que je termine. Moi, je suis en train de vous donner. Mais je vais vous poser une question à la fin. Allez-y. Voilà. Quand on détermine cela, il doit voir comment on sélectionne les joueurs, on les encadre pour voir comment ces joueurs-là vont évoluer jusqu'à arriver à l'équipe nationale. Est-ce qu'en ce moment, la signification, la définition de superviseur ne rentre pas en ligne de compte? Mais on n'a pas besoin d'explication en ce moment. Donnez-moi une équipe aujourd'hui, une nation de football. Non, mais ça peut être une création. Mais c'est ça, je vous dis. Moi, je ne suis pas contre forcément qu'on mette un superviseur. J'ai dit, le travail va être fastidieux. Parce que
En réalité, c'est qu'il peut le faire. En réalité, le travail, il est difficile. Moi, j'estime que ceux qui sont déjà là sont déjà compétents pour faire le travail. Maintenant, de façon officieuse, ça se faisait déjà. On peut avoir l'apport de l'entraîneur national pour dire voilà ce qu'il peut apporter. Voilà. Je suis sûr que dans les coulisses, ils le font déjà. Maintenant, en le faisant de cette façon, de façon active, en prenant la note, vous conviendrez avec moi que ceux qui sont en face aussi vont se dire tiens, est-ce que nous, à un moment donné, on ne nous met pas un peu en dedans? En fait, voilà, et les conséquences que cela peut poser, c'est un peu ça. Si les gens acquiescent et qu'ils acceptent, ils comprennent que ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des petits couacs, c'est vous-même qui allez venir vous asseoir ici en cours pour dire qu'il y a eu des gens qui sont marchés. Quand ils voulaient parler de la DTN, le travail de la DTN ne va pas là-bas. Je l'apprends que la DTN est responsable de la création et de l'organisation d'une stratégie de jeu et non pas dans le domaine management. Donc la DTN ne peut pas aller gérer un problème de management, alors que le problème de supervision, c'est un problème de gestion, de conseil et d'apport à tous les niveaux. D'accord. Et Dianda, et Ibekabré, voilà. En fait, il faut que je précise ma position pour que ça soit clair. Moi, je ne suis pas contre. Non, personne n'est contre. On est d'accord que personne n'est contre. Je ne suis pas contre la prise de décision. Mais moi, je me suis permis quand même des questionnements. Et j'arrive à la conclusion que cette note qui a été prise et le timing avant même que les talents locaux ne reviennent du Cameroun, pour moi, c'est l'une des conséquences du CHAN. Et là-dessus, on est clair. Et où est-ce que la note est justifiée? Quand vous repartez un peu dans l'histoire du football au niveau des petites catégories, je me limite au niveau des talents locaux. D'accord. Vous savez, en 2014, il y a eu Paolo Duarte, non pas Paolo Duarte, comment il s'appelle, Paul Put a rejoint Brahma Traoré avec les Italiens. Il a apporté sa contribution. Mais après, on a vu les frustrations que ça fait, les conséquences que ça fait. En 2015, lorsqu'on a nommé les autres entraîneurs, et Saboteur a été nommé au niveau de l'équipe nationale, il a interdit pratiquement les sélectionneurs de s'approcher donc de sa sélection. Et quand on est allé au niveau de, on s'est fait éliminer au niveau de au niveau pour le CHAN 2016 et on s'est qualifié de justesse pour aller au CHAN 2018 et là-bas on a été éliminé sans que le coach national n'ait la possibilité quand même de regarder et de synchroniser. Et qu'est-ce qui s'est passé en son temps? Vous voyez, lui il prend quand même l'équipe au moment où le RCK était champion incontesté du Faso Foot et lui il s'est dit il n'y a pas de joueur du RCK capable de porter le maillot de l'équipe nationale et lui il allait faire d'autres trouvailles et la suite aujourd'hui on la connaît. Donc c'est des sélections qui n'ont obéi à aucune logique en ce moment-là et la conséquence a été implacable sans que le sélectionneur national n'ait pu dire son mot. Et en prenant une telle note, donc ça oblige nécessairement ces entraîneurs de toutes ces bastions-là de concéder quand même un regard doublement dans leur façon de faire et ça va être il va être forcément l'interface entre l'employeur et bien entendu voilà ces équipes. Oui, ici je voulais poser une question. Est-ce que ça n'allait pas être plus facile pour le président de la fédération Lazare Bansé de dire que Kamou Malo est nommé et peut-être le chef de ces entraîneurs? Non, j'en viens. Parce que j'ai vu des entraîneurs qui ont tenu l'équipe nationale A et l'équipe nationale A', et ça marchait. Voilà. Et là, s'il voulait qu'il s'immisce, c'est ça, c'est une possibilité. Voilà, c'est ça, je veux vous demander. Est-ce que s'il voulait qu'il s'immisce dans le travail en profondeur de ces entraîneurs-là, est-ce qu'il ne pouvait pas dire que c'est lui le chef de tout ça? Et tout ça, ça dénote, ça dépend des termes du contrat. Dans le renouvellement du contrat de Kamou Malo, lui, il a parlé de cadre juridique pour lui permettre de travailler. Et j'espère que son contrat a été renouvelé pour pouvoir légaliser ce cadre juridique-là, parce que ça prenait fin entre-temps. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de vent si ça a été annulé. Maintenant, pour terminer par rapport à ça, ça dépend des termes du contrat. On peut dire dans le contrat du sélectionneur national, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale A, et
dans le contenu, on dit, vous avez aussi en charge les prérogatives de supervision de superviser les autres catégories avec obligation de résider. Et tout ça, si les termes du contrat ne le définissent pas, ça reste effectivement un vide juridique qui peut laisser perplexe. Parce qu'on a vu entre-temps Paolo Duarte qui était sélectionneur des étalons A et qui était entraîneur de Lyon. Tout ça, c'est les vides juridiques qu'il a exploité parce que dans le contrat, ça ne lui faisait pas obligation de résider au Burkina. Et la conséquence est là. D'accord, donc on retiendra que le superviseur général est normal, c'est normal qu'on puisse nommer un superviseur général. Voilà, c'est pas mauvais, ça peut aider avec les petites catégories. Il faut prendre des précautions, il faut prendre des garde-fous. La note n'est pas allée au bout pour préciser. Pas la note, il faut forcément prendre des garde-fous, des précautions pour que son travail là, l'objectif recherché ne soit pas l'objectif contraire. Sinon on n'a pas dit que c'est pas bien, mais il faut canaliser jusqu'à où le superviseur doit aller, jusqu'à où le superviseur ne doit pas aller, parce que si vous êtes si vous êtes en train de faire votre travail et qu'à un moment donné on envoie des gens pour venir s'immiscer, l'homme reste l'homme. À un moment donné, vous allez vous sentir un peu lésé. Et ça peut créer des frictions et des frustrations. Donc, si vous le faites bien et qu'il y a des résultats, tant mieux. D'accord. Je voulais poser juste une question. Ce qu'on a vu, c'est une note. Je ne pense pas quand même qu'on nous a étalé jusqu'à preuve du contraire. On a mis peut-être le contrat d'un entraîneur peut-être à disposition du public ou de la presse. Tout ce qui est contenu dans les trucs, ce que vous dites qu'ils n'ont pas défini, ça. Non, je pense que M. Kamou Malo n'est quand même pas un novice à la matière. Il ne va pas s'engager dans une affaire qu'il ne maîtrise pas. Bien sûr. Donc, non. Donc, à partir de ce moment, la note qui sort informe le public, informe qu'il sera ça. Maintenant, le reste, ça a été défini dans les coulisses. Nous ne faisons que prendre acte. Donc, si on veut s'asseoir ici pour définir, il faut s'il tu n'es pas une personne lambda. Je suis désolé. C'est ça. Laissez pas dire la terminer. Je pense que lorsque vous parliez, je n'ai pas intervenu. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, terminez. Donc, quand vous parlez de cela, on dit non, qu'il ne faut pas laisser. On a vu avec les cas des locaux. C'est nous ici qui disions non, il faut trouver une solution et autres. Vous voulez peut-être que les Oscar Bayo, les juniors partent peut-être faire ce que peut-être rébisser un cas de call pour que vous nous ayez dit non, la fédération doit agir. Je pense que en tant que bon manager, M. Lazare Bassé a agi en toute âme et conscience. Et c'est votre opinion, tout simplement, c'est de trouver une solution à ce qu'il y ait peut-être. Il a estimé que s'il y avait peut-être une symbiose entre le sélectionnel national, une discussion. Il fait un amalgame. Il prend une position comme s'il y avait quelqu'un qui était contre la note. Non, j'arrive. Je ne prends pas une position contre la note. Je prends pas une position contre la note. Je prends pas une position contre la note. Il fait l'amalgame de position contre la note. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi je suis pas d'accord. Je finis juste mon opinion. Non, s'il vous plaît, je finis mon opinion. Je retire les paroles. Attendez, non, je veux recadrer un peu. Je vais juste recadrer. Je vais juste faire comprendre. Que je ne vais pas les faire dire que non, qu'ils sont contre. C'est pas facile. Tout simplement que ce que j'ai dit ici, c'est que ça peut résulter, bien sûr, comme Ibé l'a dit, de la conséquence du CHAN, mais je crois que c'est de bonne guerre et nous devons attendre avoir certaines informations avant de tirer à boulet rouge sur ce qui a été fait. Et ça, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas attendre parce que toi, tu n'es pas une personne comme le citoyen lambda. Quand tu prends l'information, chacun assis, on veut avoir au moins ce qui Dianda pense. Ça dit que tu comptes dans ton analyse. Maintenant, il ne faut pas dire qu'on doit s'asseoir pour attendre. Non, moi je n'empêche pas. Mais son point de vue ne se contraste pas avec notre point de vue. Tout simplement parce qu'ils sont d'une position, je ne suis pas la même position. Là, je ne suis pas d'accord. Non, on n'est pas dans la même position. On se calme. On dit que travail fastidieux. Comme si Kamou Malo a dit qu'il va faire le travail. Oui, c'est parce qu'il peut piloter. On est du même avis que oui, la supervision est normale. C'est ce qui était fait depuis belle lurette, c'est la note qui vient préciser, mais il faut montrer le contenu. C'est ce que tout le monde a compris sur ce plateau et on n'est pas content. Moi, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous avez compris? Moi, je pose des interrogations. C'est des problématiques. C'est ce que je viens de dire. Les problématiques, on bien compris. Si demain ça marche, on dirait que nous avons eu tort. Mais si demain il y a des couacs,
permettez qu'on dise que nous aussi on a eu raison d'avoir le nez creux. Parce que de toute façon, ce qu'il est en train de nous faire avaler, moi je suis pas d'accord. Il a son point de vue, je suis entièrement d'accord. Nous ne sommes pas contre. Mais permettez que quand une situation se pose, nous faisons de l'analyse, antithèse, synthèse, et nous tirons des conclusions. Mais on ne peut pas se dire c'est comme ça, on attend que ça nous tombe dessus. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. D'accord, vous avez bien compris. Merci à tous les trois. C'était chaud. C'est ça le débat également. Mais on ne se fâche pas. Non, il y a voilà. Merci, on va passer à la prochaine rubrique de cette émission et c'est Vu sur le net. Alors, on parle de Ahmed Belem, un joueur de Raïmo FC qui était attendu à l'USM Alger. Raïmo également avait publié sur sa page Facebook que ce joueur allait rejoindre l'USM Alger et un contrat de 2 ans et demi avait été paraphé. Malheureusement, quelques instants plus tard, on apprend également, vous allez voir sur l'autre affiche, que le club a annoncé encore que le transfert n'a pas eu lieu. Donc Ahmed Belem n'ira finalement pas en Algérie pour jouer avec l'USM Alger. Issa Kailboudou, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors, ce qu'on peut dire déjà, il faut chercher à comprendre réellement ce qui s'est passé parce que les choses sont allées tellement vite. Vous savez que nous étions dans une période de transfert. Et vous savez qu'on a un temps, le premier déjà, les transferts se bouclaient du côté de l'Algérie et autres. Oui. Effectivement, il y a eu des contacts très avancés avec les responsables de Raïmo qui avaient donné leur accord par rapport à la signature, à l'engagement de Belem à l'Union sportive de la Médina. Oui. Ok, c'était déjà pratiquement fait. Maintenant, il nous revient qu'il y a des informations sur lesquelles il y a des choses sur lesquelles au dernier moment les deux parties ne se sont pas entendues parce que vous savez que Raïm c'est quand même un intermédiaire sportif, c'est un dirigeant du club, c'est un président ici, il connaît, il a été professionnel, il connaît un peu les rouages et les informations que moi je détiens, que j'ai eues, il semblerait qu'il a même appelé Balboné qui a joué à l'USM Alger, il a appelé Maïga, ses confrères, pour comprendre un peu avant de prendre la décision de faire partie de l'enfant parce que on avait proposé quelque chose de très intéressant et dans la proposition, c'est l'entraîneur de l'USM Alger qui était un Français, avait beaucoup pesé pour l'arrivée de l'enfant parce qu'on se disait que ça pouvait permettre vraiment à ce jeune garçon-là de pouvoir progresser de façon fulgurante. Maintenant, Raïm a voulu avoir des garanties au moins sûres parce que n'oubliez pas, quand on a dit qu'il va en Algérie, la réaction sur les internautes ça a été quoi? La 90% n'était pas au TP Mazelme. Oui, après, oui, quand on a dit qu'il a signé en Algérie, oui. Vous avez regardé un peu la note des uns et des autres, les écrits des uns et des autres. Ça veut dire que les gens n'étaient pas très d'accord pour qu'ils partent dans un pays comme l'Algérie, comme quoi ils ont donné les raisons. Mais c'est pas sur ça que nous allons nous baser. L'USM, c'est un club qui est très bien organisé, mais il semblerait que les informations qu'on a disent que il y a certains éléments que le côté de Belem voulait vraiment concret afin de parapher le contrat final. Ils étaient tous assis, ils attendaient. C'est un clic seulement, c'est le TMS. Maintenant, les choses traînant, l'heure est arrivée et les garanties que Raïmo aussi veut pour le bonheur de son enfant et de son club, au dernier moment ça n'a pas été fait, donc au finish le contrat a été un peu stoppé. Mais je rappelle qu'en mars il y a déjà une ouverture encore en Algérie, s'ils sont toujours intéressés ils peuvent encore relancer les démarches. En tout cas sur cette histoire, Raïmo s'est excusé du fait que les transferts n'a pas pu avoir lieu. On va voir sur une autre affiche et la troisième affiche d'ailleurs où le club USM Alger a fait un post également pour préciser les faits et que le problème, regardez très bien comment ce poste a été écrit. Le joueur aurait été découragé, vous regardez en bas, voilà, que le joueur aurait été découragé par son entourage et non, le problème ne vient pas de l'USM Alger. Lisez bien l'affiche, puisque il dit ainsi nous avons procédé à l'introduction des dossiers sur le TMC. Tout était bien ficelé pour que la signature puisse avoir lieu et à la dernière minute, regardez très bien également, ce matin lors d'un échange entre notre directeur sportif et le président de Raïmo FC, ce dernier fait savoir que son joueur aurait été découragé par son entourage. Donc le problème, c'est pas le contrat qui n'a pas été respecté, c'est pas des documents ou des propositions qui n'ont pas été correctes, mais c'est le joueur qui n'a pas voulu à la dernière minute. Ibé. Alors, ils le disent à demi-mot, a priori,
Maintenant, c'est normal que la partie du joueur veuille quand même des garde-fous avant d'y aller, parce que il me semble que tout tourne autour du traitement salarial, alors que c'est un élément très capital dans la vie même de l'athlète. Et après, vous savez, il y a son agent qui est Raïm Boudreau lui-même. Les contacts ont été faits. Mais tout compte fait, moi je trouve qu'il n'y a rien de scandaleux. Ça me rappelle le transfert avorté d'Alain Traoré vers de Lorient à Monaco, parce que jusqu'à minuit on a vu les médias internationaux même s'agiter, et puis ils ont même annoncé officiellement la signature du joueur, et le lendemain au réveil on s'est rendu compte que rien n'a été fait, parce qu'effectivement il a manqué un petit détail donc pour que ça se passe. Mais je pense que c'est un joueur quand même assez intéressant, et comme il y a une fenêtre qui va s'ouvrir bientôt, on espère, et moi je parie que si au moins on avait encore peut-être 2 à 3 heures de temps supplémentaire, c'est des négociations qui pouvaient justement se régler, mais on a été rattrapé par le temps, et moi je pense que ce n'est pas suffisamment scandaleux. Oui. D'accord. Dianda, un mot par rapport à cela? Non, je crois que comme on le dit toujours, c'est peut-être la chance aussi pour les supporters du Fosso Foot de le voir encore un peu plus sur les terrains, donc voir un peu déguster également son talent avant qu'il ne parte, parce qu'on sait qu'il a assez du talent, il est amené à s'exporter ailleurs. C'est vrai que la destination algérienne n'a pas beaucoup gobé beaucoup d'internautes, mais bon, il y a des raisons que nous ignorons également, qui avaient peut-être prévalu l'accord de Raïm, si à la dernière minute son entourage proche estime que s'ils n'ont pas les garanties, ils ne vont pas le laisser filer. C'est qu'il rejoint beaucoup de personnes qui ne misaient pas forcément sur le choix algérien. Donc ils ont voulu être très très prudents, et je crois qu'il n'y a rien de mal à être prudent, parce que qui veut aller le menace à montuer. Il lui dit parfaitement juste, c'est la prudence en fait. C'est la prudence, parce qu'on ne va pas indexer certains pays pour se tirer la foudre, mais vous savez que nous avons quand même certains pays où nos joueurs venant de l'Afrique subsaharienne ont énormément de difficultés, et si vous ne prenez pas la responsabilité de mettre des garde-fous dont on parlait tout à l'heure, prendre tous les engagements nécessaires, vous allez vous retrouver dans certains pays où c'est compliqué, et vous n'allez pas. Et surtout que c'est un premier contrat. Et je vous donne l'information, ces pays-là, beaucoup aiment les joueurs qui sont beaucoup souvent libres, parce qu'on se gère à la tête du client. Quand ça ne va pas, vous avez vu combien de joueurs ont galéré dans ces zones. Et là, ce garçon, il vient d'un club bien structuré qui voulait avoir vraiment toutes les garanties nécessaires sur le plan salarial, sur le plan de la régularité du paiement du salaire, sur le plan de ce qui va revenir au club, sur le plan de ce qui va être reversé au club après vente. C'est des éléments. Mais comme le timing était trop restreint, comme il a dit, minuit arrivé, clin, on n'a pas pu, le TMS n'a pas pu passer, le contrat est avorté. On peut dire que c'est le faux départ, mais quand il y a un faux départ, forcément il en aura forcément un autre. Bien sûr, Issa Kaïl-Bodo. Parlons à présent des étalons juniors qui sont présentement au Maroc pour un stage de 10 jours en vue de la compétition, la CAN des moins de 20 ans, voilà leur arrivée. Et regardez sur l'affiche, 31 joueurs ont été convoqués, dont 4 gardiens et le binational Sébastien Koula, tout, voilà, qui va rejoindre l'équipe. Il joue en France, voilà, qui va rejoindre l'équipe pour parfaire le stage avant la compétition. Ibé, un mot par rapport à cela? C'est une équipe qui a déjà montré de quoi elle était capable déjà au niveau du tournoi de l'UFOAB, au niveau du jeu africain de Rabat. Donc ce tournoi va être peut-être la confirmation pour Oscar Barreau, Amadou Sampo et ses poulains, et nous les attendons véritablement de pied ferme avec beaucoup d'espoir. Justement, Oscar Barreau qu'on a en interview, on va écouter Oscar Barreau avant son départ pour le Maroc. On l'écoute. Je pense que ça se passe très bien, d'autant plus que nous sommes à notre deuxième regroupement depuis la finale de l'UFOA. Nous avons fait un premier regroupement d'une semaine et nous sommes rentrés pour revenir, et ça fait déjà la deuxième semaine que nous abordons pour les regroupements, et nous allons vers la fin avant de rallier, avant d'aller finaliser les regroupements au Maroc. Il y a des matchs qui sont prévus. Nous avons un premier match que nous allons jouer les 4 contre le U20 camerounais.
et nous avons un deuxième match qui est programmé pour le 9 contre les U20 Gambiers. En réalité, il n'y a pas de professionnels comme ça. Nous avons un qui est venu de l'Allemagne que nous continuons de voir. Et il s'agit de Bellémé. Et nous avons toujours Bansé et Ayel qui sont toujours connus dans l'équipe depuis 2018. Sinon, nous n'avons pas exceptionnellement de professionnels parce que ce n'est pas une journée FIFA. Donc, les équipes ont refusé de libérer les professionnels. Donc, nous sommes obligés d'aller avec ce que nous avons sous la main et avec ce que nous avons été pour jouer la compétition de l'IFOAB. Je pense que c'est un groupe qui commence à se connaître parce que nous n'avons pas eu de grands apports au niveau professionnel. Nous avons encore ratissé large au niveau national parce qu'il y avait des joueurs qu'on n'avait pas eu le temps de voir correctement. Nous avons pu voir tous ces éléments et je pense que c'est une équipe assez renforcée par des nationaux qui vont à cette compétition. C'est vrai, on n'a pas tout le monde parce qu'il y a une partie qui se trouve au Cameroun avec les locaux. Nous avons 3 joueurs qui sont là-bas. C'est ce qui est un peu notre inquiétude parce que ces 3 joueurs n'ont pas joué de match au niveau du champ. Et depuis lors, ça veut dire qu'il y a un problème de rythme qui peut se poser à leur niveau. Nous allons tout faire les remettre en jambes rapidement pour qu'ils soient au même niveau de préparation que les autres. Tout le monde va avec la même chance parce que si vous avez constaté, ces pays ont fait tomber des grandes nations de football. C'est dire que nous avons un nivellement de niveau africain. Il faut se préparer convenablement. Je pense que l'équipe la mieux préparée va être l'équipe qui va être à la finale et nous sommes en train de nous préparer dans ce sens pour ne pas être surpris et être vraiment une vraie équipe en allant à cette compétition. Notre objectif c'est de pouvoir nous qualifier pour la Coupe du Monde, c'est notre objectif premier. Voilà, l'objectif premier, se qualifier pour la Coupe du Monde. Et là, il faut arriver en demi-finale pour espérer se qualifier. Et pour se qualifier aussi pour les demi-finales, il faut d'abord être parmi les 2 meilleurs dans chaque groupe et aussi les 2 meilleurs troisièmes également qui arriveront en quart de finale, Indianda. Oui, je crois qu'il y a 3 groupes. Oui. Donc c'est les 2 premiers donc, de chaque groupe plus les 2 meilleurs troisièmes. Oui. Voilà, en général parmi les 3 groupes on verra donc les 2 meilleurs troisièmes qui iront en quart de finale directement. Et une fois qu'on arrive donc à passer ce palier, c'est les demi-finales et automatiquement je crois que c'est la qualification pour la Coupe du Monde. C'est un objectif qui n'est pas forcément une mer à boire pour Oscar Barreau donc et ses poulets. C'est plutôt peut-être voir parce qu'il y a des inquiétudes qu'il a soulevées, notamment certains de ces joueurs qui étaient au CHAN qui n'ont malheureusement pas pu jouer, donc qui ne sont pas au même Moustapha, ils sont pas donc au même niveau donc de comment on appelle ça, de préparation physique. Donc il faut forcément travailler spécifiquement sur eux et également aller, donc il parle également d'un Allemand, un joueur qui joue en Allemagne qui s'ajoute plus le gardien parce que je pense qu'on a pris ce gardien pour peut-être facilement l'intégrer après parce qu'il peut nous échapper à tout moment. Voilà, donc il y a aussi ces stratégies là qu'il faut pas oublier. En tout cas, je crois que le public sportif au Burkinabé attend de pied ferme cette équipe parce que le public croit vraiment à ce que cette équipe puisse faire une grande prouesse et nous espérons tous qu'ils pourront donc rééditer ce qu'ils ont déjà fait, surtout une bonne préparation du côté du Maroc qu'ils connaissent déjà, qui n'est pas aussi très loin de la Mauritanie, donc je crois que ça peut marcher. Oui, en tout cas la compétition débute le 14 février et c'est le 4 mars prochain que ça prend fin. Parlons à présent de Ahmad qui a été rétabli dans sa fonction de président de la Confédération africaine de football par le tribunal arbitral du sport. Oui, on a vu également cette information la semaine qui a fait quand même le tour des différents médias. Ahmad, on le rappelle, était le président de la fédération, la CAF, Confédération africaine de football, qui a eu quelques démêlés avec des instances juridiques qu'il avait mis vraiment hors de son poste. Et il a posé plainte au tribunal arbitral de sport qui aujourd'hui lui donne apparemment raison. Donc voilà, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer parce que c'est vraiment des tractations. Ce qu'on se pose la question de savoir, c'est est-ce qu'il pourra se présenter mais c'est la question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'effectivement les candidatures ont été déjà validées. Voilà, les candidatures ont été déjà validées. C'est Jacques Anouma, c'est Motsipé, c'est Senghor. Lui, il revient. Est-ce que sa candidature va être
revu, réévalué et puis réintroduit. On se pose tellement de questions. Mais je suis convaincu que cette réhabilitation, au-delà de créer, de résoudre le problème au niveau de la CAF, va en créer énormément. Parce qu'aujourd'hui, Amad va brandir cet état de fait qui le blanchit, qui retrouve son poste. Vraiment, c'est un tohu-bohu qui n'est pas loin, qui est loin vraiment d'être terminé. Et on n'a vraiment pas besoin de ça au niveau de l'instance du football africain. Et vraiment, c'est des jours assez chouettes que ça va se résoudre. Voilà, on espère que ça va se résoudre. Maintenant, la grosse question, est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Moi, je pense que ça va être très difficile pour lui de vouloir... En attendant de voir Issaka Il-Boudo. Voilà. Et Liverpool qui s'intéresse également, Edmond Tapsoba, une offre de 50 millions d'euros déjà proposée, mais le club Bayern Leverkusen est réticent. Alors déjà, c'est la preuve que le garçon a déjà un statut assez respectable. Du côté de Bayer Leverkusen. Et aujourd'hui, pour un garçon qui est parti à moins d'1 million d'euros d'identité burkinabé pour se retrouver à ce niveau, et en moins de 3 ans, la marge de progression du joueur est quand même fulgurante. Et une proposition de 50 millions rejetée, et ça va être une grande première donc, dans l'histoire du football africain pour un défenseur. Malheureusement, ça ne s'est pas tenu. On espère donc qu'il finira donc la saison en parfaite santé, et que Liverpool certainement donc va relancer l'offre. Et vous regardez aussi la situation liée au Covid fait que c'est très difficile. Effectivement, au Liverpool, c'est une équipe qui a énormément donc besoin d'un défenseur de calibre de Edmond Tapsoba suite à la blessure bien évidemment donc de ces deux défenseurs. Oui, voilà. Wijnaldum qui se blesse. Oui. Donc Virgil van Dijk et Virgil van Dijk. Donc Klopp lors vraiment sur ce petit. Oui. Un événement aussi qui pouvait faire objet de sujet. On apprend en rentrant dans ce studio les étalons locaux qui sont arrivés du Cameroun et le staff technique qui, en tout cas, a voulu récupérer le matériel. Issaka, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur cela? On va peut-être dire quelque chose, mais en étant quand même assez prudent, parce qu'on n'a pas encore vraiment les terrains, les aboutissants. Mais comme c'est un sujet chaud, on peut faire déjà des perspectives d'éventualité. On a vu un peu également les réactions des uns et des autres. Il semblerait que dès l'arrivée, les responsables de l'équipe ont exigé à ce que les garçons remettent, quand on parle de matériel, c'est quoi? C'est les sous-vêtements, peut-être c'est les chaussures, c'est les maillots qui ont été déjà utilisés. Bon, voici un peu le tableau qui nous a été peint et que plus ou moins les gens sont en train de critiquer. Mais si cela s'avérait vrai, nous allons aller à l'information, fouiller, et puis peut-être dans les jours à venir, nous on va taper du doigt. Si c'est la vérité, on va dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et quand c'est bon, on va dire que c'est bon. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a comme information. On espère que c'est un fake news. Bien sûr. Merci Issaka Il-Boudo. Je ne sais pas si je peux ajouter juste quelque chose, parce qu'avant d'entrer en studio, j'ai échangé avec le responsable de communication au niveau de la fédération. Il ressort que les joueurs ont reçu chacun 6 maillots, qu'ils ont utilisé 3 maillots en blanc et 3 maillots en vert, que maintenant ce qui pose problème c'est les survêtements et les polos. Parce qu'on estime de ce côté-là de la fédération qu'on n'en dispose pas beaucoup et que le fournisseur émet parfois des retards. Donc on a besoin d'avoir un stock disponible. Et c'est une attente qui a été faite juste avant que les garçons ne partent donc du Burkina. Et maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi au retour, donc il y a des difficultés donc pour restituer les trucs que vous avez librement convenus. Mais tout compte fait, ça s'explique très peu et très mal d'ailleurs. Oui, on essaiera de comprendre davantage cette affaire de maillot récupéré par la fédération. Et pour le moment, on passe à la dernière rubrique de l'émission, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, et on fera le quiz. Voilà, le quiz, on va permettre à chaque décodeur de choisir entre
le Faso Foot et le championnat national. Voilà, pour avoir des questions. Coupe du Faso Foot. Pourquoi je me gourre à chaque fois sur ce plan? Oui, la Coupe du Faso Vous avez aussi mangé peut-être des pigeons. la Coupe du Faso et le championnat national. Alors, je commence par Ibé. Vous choisissez la Coupe du Faso ou le championnat national? J'avais pris le championnat national. Je vais m'essayer en Coupe du Faso cette fois-ci. Coupe du Faso. D'accord. Très rapidement, puisqu'on n'est pris par le temps, la première question. Quelle est la dernière fois que le RCK a été finaliste à une Coupe du Faso et n'a pas pu remporter? La dernière fois que le RCK a atteint la finale et n'a pas remporté. C'est un col. Ça, ouais, c'est vraiment un col. Hein. On sait que vous maîtrisez bien le championnat national. Mais oui, mais lorsque c'est perdu, c'est difficile. Si c'est les équipes qui ont gagné, c'est avec beaucoup plus de facilité. Mais je pense à 1995 face au RCB. Non. Vous n'êtes pas très loin, mais vous allez revenir. Dianda, choisissez. Coupe du Faso. La Coupe du Faso, toujours. En quelle année l'USO a remporté la Coupe du Faso? Donnez le score. Ah, tu vois, ça c'était ma question. Ah non, ce n'est plus votre question. C'était ma question. Voilà. En quelle année l'USO a remporté la Coupe du Faso? Vous allez réfléchir. Donc, d'accord. Je récupère sa question. Vous ne pouvez pas récupérer. Réfléchissez sur votre question. Je vais revenir sur vous. Issa Kailbodo, le championnat national ou la Coupe du Faso? Le championnat. Le championnat, d'accord. La première question, Issaka Ilbudo, ça va être facile puisque vous venez d'arriver. Vous le dites. Voilà, citez 3 clubs qui n'ont pas encore remporté le championnat national. 3 équipes qui n'ont pas encore remporté le championnat national. Ça c'est du pain béni. Allez-y, je vais laisser un cadeau. L'USCO n'a jamais été champion. Ça c'est un complot contre moi. Non, c'est pas un complot. Toi, il vous reste 2. L'USCO, la SEC du Koudougou, et puis et quel club? Donne-moi un club là. Non, pourquoi vous donner? Le Santos n'a jamais remporté le titre. Non, mais il est en deuxième division. Vous allez perdre le point. Quoi? Des 3 équipes. Des équipes. Oui, mais le championnat national, c'est pas la deuxième division. Puisqu'ils ont tous joué. En fait, c'est la façon de poser la question qui pose problème. Peut-être la façon de pousser. Voilà. La façon d'arriver en première division, il faut remporter le championnat de la D2. Donc ça, c'est la façon. La question. Mais oui, c'est 2-1 ou 2-2. C'est 2-1. Si c'est 2-1, donc il cite les équipes de D1. Non, tu n'as pas encore remporté le championnat national de D1. Santos n'a pas encore remporté. Il a ses points, mais c'est lui qui a mal posé la question. Voilà. Peut-être que je peux aller au bout de la question. Dans l'exercice du championnat. Ok, je peux aller au bout de la... D'accord. On a posé la question, mes réponses sont justes. D'accord. Deuxième question. Donc vous perdez sur la première question. La première question. Vous l'avez dit en 95 alors que ce n'est pas en 95. Donc vous avez donné du temps. Tu prends ton point. Non, on ne peut pas nous laisser respirer. Choisissez, puisqu'on ne pris pas le temps. C'est déjà passé. 97 face à la SFB. 97. Oui, c'est 97. Voilà. Parce que si moi j'ai gagné la question, je dirais 97. 97, bien sûr. Alors, Dianda. Il me reste une question. C'était la seule question. L'USO. En quelle année l'USO a gagné la Coupe du Faso? Oui, je vais t'aider. Il y a longtemps quand même. Je vais t'aider, c'est pas longtemps. On peut lui en 2000. Allez-y, vous pouvez l'aider. Non. Ça, je sais. C'est en 2005. Oui, 5, ouais, c'est vrai. En 2005. En 2005. Donc il trouve. Et le score? Je n'ai pas le score. 2-0. Voilà, face à la SFB. D'accord. Oui. Il nous reste quelques bouts de temps, on va continuer avec la deuxième question. Vous choisissez maintenant la Coupe du Faso ou... Oui, je reste au niveau de la Coupe du Faso. Ouais. D'accord. Lors de la saison 2007 à 2008, le RCB a remporté la Coupe du Faso face à quelle équipe? Donnez le score. La saison 2007-2008. Non, 2006-2007. 2007-2008, je dis. 2008, le RCB n'a pas remporté la Coupe du Faso. C'est moi qui pose les questions. Non, en fait, il faut qu'on soit. Par exemple, il dit que le RCB a remporté la saison 2007-2008, c'est-à-dire que la finale s'est jouée en 2008. Et en 2008, ce n'est pas le RCB qui remporte. Le RCB a remporté. Qui a remporté? C'est le FO qui a remporté en 2008. Le RCB a remporté en 2007 face à l'USO.
J'ai l'impression qu'il veut vous mélanger dans vos... Non, je ne mélange pas. Le RCB a remporté en 2007 face à l'UVG, mais c'était lors de la saison 2006-2007. Quel était le score? Non, là tu mélanges. Là. Oui, c'est vrai que c'est face à l'USO. Mais vous me mélangez un peu parce que sur mes documents, c'est 2007-2008. Dans ma recherche, c'était 2007-2008. C'est le championnat qui fait une saison. Oui. La Coupe du Faso, il faut prendre année. Donc c'est 2007. Voilà, donc c'est 2007. C'est pas les années fixes quand même, parce que j'ai joué le 2007. C'est face à l'USO. Ok. C'était une bonne réponse quand même, mais il a la moitié des points. La moitié, puisque il m'a pas demandé le score, il m'a demandé quelle phase à quelle équipe. Je pense qu'avec l'effort qu'il a, s'est trémoussé pour quand même pouvoir vous convaincre, vous pouvez quand même lui concéder le point. De toute façon, on continue. Parce que de toute façon, on dit à 0 point d'abord. Non, je pense que le point j'ai gagné 2005. Ok. D'accord. On termine avec vous parce que Yasmine nous dit déjà qu'il est là. Oui. Et combien de fois le Santos a joué la finale de la Coupe? Coupe du Faso, oui, la Coupe. Combien de fois? 2. Non. Une fois. Non, 3 fois. 3 fois. Oh, 3 fois. Putain. Santos a joué 3 fois la finale de la Coupe du Faso. Très rapidement pour vous. Oui. Et une question. En quelle année la Coupe du Faso a été créée? En 1987. Non. Ça a été créé en 1961. Voilà, c'est la bonne réponse. Bravo, non, mais en 87, c'est l'appellation qui a changé. Ah, bravo à vous, vous êtes encore le champion de ce soir. Donc, les applaudissements. Voilà, merci à tous les trois. Merci à l'équipe de réalisation autour de Yasmine Konaté. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On va se donner rendez-vous vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.